Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario Fréquence Fatale pour Cthulhu Confidential. Shadowcat interprétera Viviane Sinclair, une journaliste d'investigation à New York City. Bonne écoute de Fréquence Fatale, épisode 1. Nous sommes le lundi 14 mai 1937, il est 9h du matin. Viviane, tu es au travail, au Herald Tribune. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis en train de discuter avec mes collègues journalistes qui sont tous des hommes, parce que j'ai un caractère un peu plus affirmé que la majorité des femmes qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Je m'entends bien avec eux, mais lorsque ça redevient sérieux, je vois bien qu'ils me mettent toujours un petit peu à l'écart, qu'ils aiment rester entre hommes. Très bien. Vers 9h05, tu reçois un appel téléphonique du rez-de-chaussée sur ton poste. La standardiste explique qu'une dame a demandé à te rencontrer. J'ai du temps ce matin et en plus ça m'intrigue. Donc je dis très bien Shirley, je vais la recevoir, faites-la monter dans mon bureau. D'accord. Tu vas à ton bureau, tu quittes la salle enfumée remplie essentiellement d'hommes qui sont penchés sur des machines à écrire avec des bureaux couverts de feuilles. Et tu t'isoles dans une pièce pour la recevoir. La jeune femme qui arrive a une vingtaine d'années, une jeune fille fragile aux airs de chien perdu. Bonjour, vous êtes Madame Sinclair? Oui absolument, je vous en prie, asseyez-vous. Et vous êtes Sadie Kane. Et elle ferme la porte et s'assoit. Madame Kane, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors tu t'aperçois qu'en fait, elle a des yeux un peu fatigués et qui semblent assez vides en fait. Mon fiancé, il a disparu il y a 3 jours. La police veut l'inculper d'une affaire de meurtre et j'ai vu moi que vous aviez écrit des articles sur les abus de la police il y a quelques années et moi je suis sûr qu'il n'a rien fait, qu'il est quelque part. J'aimerais que vous m'aidiez à le retrouver, à l'innocenté. Bon. Alors attendez mademoiselle, je suis en train de prendre des notes sur mon carnet. Vous dites que la police veut l'inculper dans une affaire de meurtre? Oui, c'est ça. Mon fiancé, c'est George Preston. Il y a quelqu'un qui a été assassiné dans l'immeuble où il habite. Et ensuite, il a disparu. Dites-moi en fait, quel est son âge, quelle est sa profession? Alors, c'est un électricien. Il travaille dans un atelier d'électricité. Il a un emploi stable. Et en fait, il a disparu. J'ai plus de nouvelles de lui. Et d'habitude, on se voit le week-end. Et ce week-end, on s'est pas vu. Oui, vous ne vivez pas ensemble? Non, nous sommes que fiancés, madame. Et si je comprends bien, vous deviez vous voir, il y avait un rendez-vous fixé, et il n'est pas venu à ce rendez-vous, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ses habitudes, vos habitudes? Moi, des fois, il travaille beaucoup. Des fois, même le week-end, je le vois pas parce qu'il travaille beaucoup. Mais en fait, samedi, la police est venue fouiller son appartement et puis elle est venue ensuite me questionner à propos de George, l'endroit où je pouvais le trouver, et elle est à sa recherche depuis. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un d'important. Je suis une petite ouvrière et... Enfin bon, maintenant que la police a dit à mon chef d'équipe que mon fiancé était un meurtrier, c'est compliqué. J'ai personne vers qui me tourner. La police va pas m'aider. J'ai pas les moyens d'engager un détective. Oui, je comprends, votre histoire m'intéresse, mais j'ai besoin de quelques informations supplémentaires. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des détails? Je suis désolée de vous demander ça, mais est-ce que vous connaissez des détails sur le meurtre, la personne de l'immeuble, ce qui s'est passé? Non, moi je me tiens loin de tout ça. Je sais juste que... tenez, il te donne l'adresse de l'appartement de George. Il habite au 3e étage, à côté de l'arsenal de Brooklyn, mais ce que je peux vous dire, c'est que la veille, jeudi 11 mai, il était à son travail. Il n'est pas venu travailler le vendredi, il n'est pas rentré chez lui, donc moi j'ai aucune nouvelle et
Mais il a rien fait. Il est tendre, doux et aimant et Ça fait combien de temps que vous connaissez? ça fait 3 ans que nous nous connaissons et 1 an que nous sommes fiancés. Mademoiselle Kane, je dois quand même vous dire que je ne travaille pas gratuitement. Je comprends. Mais c'est comme une affaire pour vous en quelque sorte. Oui, ça m'intéresse, je vais le faire, mais voyez-vous, faut bien que je mange aussi, et j'ai un patron aussi, donc J'ai pas d'argent. Je suis vraiment vraiment pas riche et Georges était aussi très pauvre. On se moquait toujours de lui d'ailleurs, mais il allait réaliser quelque chose d'unique. Il était sur le point de notre vie allait changer. Et je suis sûr que si vous le retrouvez, on pourra trouver un moyen de vous payer. Mais voilà, tout de suite, j'ai pas. qu'est-ce que c'est que cette histoire de quelque chose d'unique, c'est-à-dire? Bah, il allait construire une machine qui allait tout changer. Mais changer quoi? Ben, je sais pas. Il voulait pas m'en parler. Il m'a dit qu'il fallait que je le voie par moi-même, mais j'ai pas eu l'occasion. Il travaillait dur pour ça. Hors de ses horaires de service, hein, il restait souvent longtemps le soir pour travailler aux ateliers. Mhm. Ouais, je vais pas la laisser comme ça. Je pense pas que mes collègues ils prennent l'affaire, donc je vais lui dire, écoutez, Mademoiselle Kane, j'accepte de m'en occuper. Je prends votre. Ah, je vous remercie, mademoiselle. Je savais que j'avais raison de venir vous voir. Est-ce que vous avez besoin d'autres renseignements? Je sais pas. N'hésitez pas si vous repensez à quelque chose, quoi que ce soit qui pourrait m'être utile pour savoir sur quoi votre fiancé travaillait exactement, s'il était étrange avant, s'il vous a laissé. Je sais rien, quoi que ce soit, vous Bah, revenez à je peux l'agence. vous dire qu'il travaillait à l'atelier électrique de Fuller. C'est son adresse, c'est l'adresse de son travail. Mhm, Je vous ai donné l'adresse de son studio. mhm. Mais vous verrez, hein, c'est tout décrépit, mais c'était le temps d'économiser assez pour qu'on puisse acheter des jolis appartements. Et puis, tenez, ça c'est sa photo. Elle te la montre, en fait, elle veut pas te la donner. Et, D'accord. tu vois un jeune homme dégingandé, aux yeux et aux cheveux clairs. Ce qui est étrange, c'est qu'il a l'air de regarder derrière le photographe, en fait. Il a les yeux un peu dans le vague. Et puis, si vous voulez me contacter, c'est à cette adresse-là. Et puis, elle te donne l'adresse à Brooklyn. Donc, tu vois que c'est le voisinage miteux de Prospect Park. Très bien, très bien. Bah, je m'en occupe, Madame Kane. Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone ou pas? Euh, oh, vous pouvez appeler, c'est pour l'immeuble en fait, il y a un téléphone pour tout l'immeuble. Très bien, je lui donne ma carte aussi. Elle la prend, elle sourit un petit peu en regardant ses pieds. Tu la raccompagnes, tu la laisses partir. Oui, voilà, oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu décides de faire ensuite J'appelle le lieutenant Joseph O'Connor. Donc t'appelles son bureau. Ouais, allô, lieutenant Connor. Oui, c'est Viviane Sinclair. Ah, salut Vive. Ça va? Oui, merci, et toi? Ça va, la routine. J'ai une nouvelle affaire et j'aurais besoin d'informations. Visiblement, il y a eu un meurtre il y a 2 ou 3 jours, enfin très récemment. Est-ce que t'en aurais entendu parler? Ah ouais, cette affaire, ben, c'est pas ma juridiction, hein, tu sais, Vive. C'est... Bon, en même temps, je suis bien content de pas être dessus. Hein. Visiblement, c'est un truc un peu pas super. Hein. C'est-à-dire? Ben, j'ai appris que le peu que j'en sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui a appelé pour tapage un peu nocturne, si tu veux, et les gens des gens de l'immeuble n'étaient pas d'accord sur ce qui s'était passé. Et quand mon collègue a enfoncé la porte pour voir, parce qu'il y a eu des cris, ce qui s'était passé. Clairement, l'homme était mort. L'homme s'appelait Myron Fink.
Bon, je te dis, hein, je suis pas sur l'affaire, mais bon, c'était assez sordide. Ouais, t'as pas de détails. Sordide, dans quel sens? Au niveau de l'état du corps? Bah, moi, j'ai pas vu le cadavre, mais j'ai pas l'intention de le faire, hein, parce que je connais des policiers qui sont affectés à l'affaire et depuis, ils se sont mis à boire plus que d'habitude. Il y en a un, il abat des litres de café pour rester éveillé. Je suis pas sûr que... Enfin bon, si tu veux y jeter un œil vif, faudra que tu fasses gaffe, parce que faudra que tu sois prête, quoi. Ouais, j'ai bien compris, mais si je veux avancer dans l'affaire, là, j'essaye de savoir. Enfin, apparemment, il y a la police aurait dans son viseur un certain George Preston. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un suspect logique. Ouais. J'ai entendu dire que la police n'avait aucune piste et après on a les collègues ont fait comme d'habitude. Hein, ils ont dit aux voisins s'ils avaient des informations et le lendemain, Preston il était plus là. Il est parvenu à l'immeuble. Donc s'il y a une personne dans l'immeuble, c'est son voisin de palier qui est pas là le lendemain et alors qu'on le voilà. Donc pour moi, ça me semble logique qu'il soit suspect. Hein. Ouais, mais bon, je dois en savoir plus sur le gars, je dois voir le corps, enfin en tout cas, ou parler au légiste, si tu me dis que vaut mieux pas. J'espère que je pourrai voir le rapport du légiste. Et sur George Preston, toi, t'as rien de ton côté? Non, rien du tout. Je crois qu'il a la vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Il était électricien, mais... Oui. Ça, c'est la fiche qu'on a parce qu'on le recherche. Très bien. Il faut que je voie le corps quand même pour avoir un maximum d'indices. Ah. Bon, je t'aurais prévenu, Vive. Bon, je vais voir si tu peux... Je vais m'arranger pour que tu puisses avoir accès au médecin légiste, en tout cas. Bah, passe au bureau et puis je te donnerai le papier. À tout de suite, Vive. Ok, merci. Tu vas donc récupérer le document que te donne O'Connor et ensuite tu te diriges vers l'hôpital Bellevue. Donc tu arrives à l'hôpital sur la 29e rue. Il y a beaucoup de patients qui vont à l'hôpital parce qu'il y a la morgue en fait, elle est dans l'hôpital et il y a le rayon pathologie dans une aile. Tu sais que c'est là que tu dois te diriger. Et qu'il y a un certain Lens qui est le légiste en fait, qui s'occupe de la morgue. Donc tu arrives avec ton document à l'accueil et tu peux avoir accès à Lens. Un homme assez âgé, un peu sinistre. Oui, mademoiselle. Oui, bonjour. Viviane Sinclair du Herald Tribune. Et puis je lui montre le document. Oui, très bien. Je suis ici pour Myrom Fink. Ah. Oui, on m'a averti, un collègue m'a averti que c'était pas joli à voir visiblement, mais sinon votre rapport me suffira. Hein, mais est-ce pouvons-nous en parler? Dans un premier temps, on va en parler et puis on verra si vous voulez plus. Veuillez me suivre. Tu traverses une salle où tu vois plusieurs étudiants en médecine qui sont penchés sur des corps étendus sur des tables avec des scies à os, des scalpels, des forceps. L'odeur est assez difficile. Il y a des tables de dissection en bois avec des draps qui recouvrent les corps. Une fois que tu traverses toute cette pièce, derrière il y a la chambre froide dans laquelle tu ne rentres pas pour le moment. Et tu vas dans le bureau de Lens. Lens te tend un mouchoir parfumé. Qu'est-ce que vous voulez savoir, mademoiselle? Dans quel état est ce corps? En fait, je veux tout savoir, raison de la mort. Alors, la victime est morte d'un choc cardiaque sévère. Son cœur a lâché, quoi, en gros. Et après, il y a eu des contusions et des mutilations qui sont post-mortem. Quel genre? Des griffures, des coups de couteau, des... C'est assez compliqué. Disons que...
Il n'a plus le bas de son corps, n'était pas trouvé sur place. Nous avons que le haut à partir du tronc. Nous avons récupéré les intestins qui pendaient et le haut de son corps. Et la section a été faite avec quel genre d'objet? Sans doute une attaque de bête ou arrachée, quelque chose comme ça. C'est Une bête dans un immeuble qui arrache la moitié d'un corps. Je ne suis pas là pour analyser, pour enquêter. Je suis là pour analyser le corps. Et il y avait sur ses bras des traces comme des piqûres, si vous voulez. Et on sait que c'est post-mortem parce que le venin est resté sous la peau au lieu de se diffuser dans le flux sanguin. Vous parlez de venin? Vous avez pu identifier l'animal? Alors, pas du tout. On a fait des prélèvements de ces pubons, si vous voulez, de ces piqûres. Et pour l'instant, le poison correspond à aucune espèce connue. Ça se rapprocherait plus d'une méduse, par exemple. Donc, on parle bien d'un homme qui est mort d'un arrêt du cœur, dont il ne reste que le haut du corps, et qui ensuite a été piqué. Et sans doute ses jambes arrachées. Mais ça, c'était post-mortem. Oui, étant donné l'écoulement de sang. Tu vois qu'en fait, il est en train de compulser un dossier, qu'il le pose devant lui. Il y a quelques photos que tu aperçois. Bon, il bouge un peu, des fois il se lève, il a un peu d'arthrose, donc il reste pas en place. Est-ce que tu veux essayer de dérober une des photos? Je sais pas, là non, parce que je me dis que je prends des notes de tout ça. Lui, je le crois, le légiste. Donc tu crois apercevoir en fait un bras par exemple avec une ecchymose ronde et violacée en fait sur un bras, sur son torse, et puis tu vois qu'il y en a des endroits où il y a des petits carrés qui ont été découpés pour prélèvement, pour analyse. Et vous, Lens, quelle est votre hypothèse par rapport à ce corps? Moi, je n'ai pas d'hypothèse à formuler, mais une attaque d'une bête et on aurait transporté le corps là, c'est la seule chose qui me semble crédible, quoi. Ou alors, c'est la mort d'un homme, mais c'est une farce macabre. Le bas du corps, est-ce que vous avez pu savoir si c'était comment dire, sectionné par un outil ou... Non, arraché. Arraché. Donc un énorme ours et des... Alors éventuellement, ça pourrait être un treuil. Un treuil aurait pu arracher aussi, comme écartelé, si vous voulez, mais les bras auraient lâché avant, je pense. Et malgré ça, un pauvre homme a été accusé. Et l'heure de la mort, non, à peu près... C'était assez compliqué. Il est mort dans la nuit du mercredi au jeudi. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie, mademoiselle. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Oh, vous ne me dérangez pas, c'est toujours agréable de pouvoir renseigner les gens. Nous n'avons pas beaucoup de gens du public qui viennent nous voir. Mais j'imagine bien. Bon, je ne vous raccompagne pas, mes étudiants m'attendent. Au revoir, professeur. Alors, je garde en tête que ça m'intéresserait d'avoir aussi le voisinage pour voir ce qu'ils ont entendu comme bruit. Mais je pense que je vais faire avant l'atelier Fuller. Tu te prends un sandwich comme ça sur un étal et tu essaies de le manger en te posant quelque part avant d'aller à l'atelier. Alors que tu es en train de manger, en train de réfléchir, en train de compulser tes notes, tu es assis sur un banc. Il y a quelqu'un qui essaie d'arracher ton sac et de s'enfuir avec le peu d'argent qui te reste. En fait, j'avais mis mon sac en bandoulière, il s'en était pas aperçu. Donc en fait, j'ai plus de force que lui. Donc je tire vivement mon sac et j'essaie de lui faire un croche-pied aussi. Ce qui le fait tomber. D'accord, en fait le jeune homme effectivement n'avait pas vu que ton sac était passé en bandoulière, il avait juste vu traîner à côté de toi sur le banc, il a voulu l'arracher, toi tu as utilisé sa force pour
Et le fait qu'il soit accroché à toi pour le faire tomber, tu lui donnes un croche-pied, il lâche rapidement le sac, il te lance. Tu vois clairement, c'est un jeune homme un peu pauvre, mais un mauvais garçon, quoi, si tu veux, et qui voulait se faire un peu de sous. Et très très vite, il te regarde apeuré et il voit qu'il a pas réussi. Il détale très très vite pour pas avoir de problème, en fait. Bon, tu te remets un peu de cet événement quand même. Ouais, punaise, je me dis, mais je savais pas que c'était mal famé ici. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, après, une femme toute seule dans un parc. Bon, Puis la prochaine fois, j'irai dans un restaurant. On est en 1937, la Grande Dépression a fait beaucoup de pauvres, en fait, et la vie est très dure. Ensuite, une fois que tu as fini de manger, tu te diriges vers l'atelier électrique de Fuller. Oui. L'atelier électrique, c'est un gros entrepôt en briques de 2 étages. Tu vois devant l'entrepôt beaucoup d'hommes, en fait, qui sont là et qui attendent, qui font la queue devant le magasin. Ils fument leur clope, ils discutent entre eux. Ils sont en pause. Alors, vu la queue, tu penses que peut-être qu'ils attendent pour une embauche ou quelque chose comme ça. Ah d'accord. Je vais plutôt rentrer dans le magasin, je vais pas aller les voir. D'accord, tu passes, tu évites la queue d'hommes qui sont en train de discuter. Peut-être qu'un ou deux te regardent, te jettent un œil quand tu rentres dans l'atelier. Donc l'atelier, en fait, c'est véritablement un entrepôt. Il faut que tu t'imagines un petit bureau à l'entrée bien rangé. Après, un grand bâtiment, un gros entrepôt avec plein de casiers, des bancs, des machines un peu partout, des frigos, des machines à laver qui sont en plein milieu, avec des gens qui s'affairent autour. En fait, tu vois des mécaniciens qui sont en train d'affairer, de faire tout ça. Et tu as un escalier qui monte sur une passerelle métallique à l'étage. Et tu as un bureau en mezzanine, sans doute le bureau du patron, qui permet de voir tout l'atelier, en fait. Il n'y a pas d'accueil? Il y a ce petit bureau à l'entrée. Il n'y a personne. Tu restes devant l'entrée et assez rapidement, il y a une dame qui vient de voir. C'est une jeune femme assez bien apprêtée, tu lui donnerais 25 ans. Elle a une robe en coton imprimé, un chignon parfaitement fait, un air un peu autoritaire, elle se tient droite. Oui, bonjour, mademoiselle, que souhaitez-vous? Oui, bonjour madame, je montre ma carte. Viviane Sinclair, journaliste au Herald Tribune. Ah. Je souhaiterais parler au responsable. Oui, très bien, si vous le souhaitez. Vous pouvez le trouver à son bureau à l'étage. Il y a un problème? Non, je pensais que vous étiez une cliente. Ah, mais ça n'empêche pas. Ah sachez que nous sommes un magasin très réputé et que les appareils sont réparés et remis en état, qualité assurée ou remboursée. Très bien, parce que justement j'ai mon grille-pain qui fait des siennes, alors je n'hésiterai pas. Parlez-en au patron, à Monsieur Fuller. Très bien. Et puis elle t'indique l'escalier. Donc tu avances en fait et tu vois une douzaine de personnes qui travaillent et la plupart ne lèvent pas le nez. Hein. Il y en a un ou deux qui te regardent et il y a un ouvrier qui semble un peu plus malin, un peu plus fin que les autres au fond, qui a une casquette comme ça et qui t'a regardé avant de baisser les yeux et t'as pas bien vu, en fait il est au fond, c'est un peu plus sombre. Et tu montes les escaliers pour aller voir Monsieur Fuller. Il a la cinquantaine, hein, quelque chose comme ça. Il t'a vu arriver, parce qu'il était appuyé comme ça sur la rambarde en train de regarder ses employés en fait. Il a vu ton échange avec la secrétaire et que tu te dirigeais, donc il retourne dans ce bureau, il laisse la porte ouverte et tu le vois un peu brosser son habit avant que tu rentres. Bonjour madame, bienvenue chez Fuller Electrics. Que souhaitez-vous? Bonjour monsieur Fuller, merci de me recevoir. Je suis Viviane Sinclair, journaliste d'investigation au Herald Tribune. Je suis ici à propos de l'un de vos employés, George Preston. Oui, avant tout, madame, je veux que vous sachiez que notre établissement est de qualité et que la qualité Fuller, pour vos réparations du quotidien, parlez-en à un ami et bénéficiez d'une remise de 15% sur votre prochaine intervention. Vous voulez me parler de qui? De George Preston, c'est ça? Oui.
Oui, j'ai vu, j'ai un employé qui s'appelle George Preston, de ce nom-là. Mais vous avez bien remarqué qu'il est absent, non? Oui, je l'ai vu pour la dernière fois, il y a 4 nuits de cela. Je fermais l'atelier et comme d'habitude, ce garçon reste toujours un peu plus tard pour travailler sur sa machine, mais je ne fais pas de favoritisme, hein. Tous les employés peuvent faire cela, ils peuvent utiliser les propres pièces les pièces de l'atelier, qui remboursent s'ils les abîment évidemment. Et sur quel type de machine travaillait Monsieur Preston? Je ne sais pas bien, je crois que ça avait un lien avec les ondes radio. Vous savez, Georges est du genre un peu secret. Et donc vous laissez vos employés travailler sur des machines dont vous ignorez le fonctionnalité. Vous savez, ils fabriquent des choses sans doute. Ils viennent avec leurs propres pièces, ils utilisent mes outils pour pouvoir fabriquer. Ça augmente, ça améliore leur quotidien, on va dire. Si vous voulez, peut-être qu'une quelqu'un pourrait vous renseigner. Je sais pas, vous devriez parler à Charlie. Qui est ce Charlie? C'est elle. C'est une très bonne amie à Georges qui se trouve là et elle est en train de travailler actuellement. Et il te montre en fait la silhouette un peu malingre que tu avais vue. Mhm. Ils sont très bons amis. C'est Georges qui me l'a recommandé. Et effectivement, elle travaille bien. Pourquoi il y a un attroupement de vos employés devant le magasin? Bah, vous voyez, Georges, il vient plus depuis 4 nuits, là. Donc vendredi, il était pas là. Aujourd'hui, il est pas là. Samedi, il était pas là. Aujourd'hui, il est pas là. Il faut bien que le travail se fasse. Hein. J'ai des clients et j'ai une qualité à tenir. Donc, il cherche un emploi. Voilà, c'est ça. Il y a une place à prendre et donc, faut bien que j'embauche, quoi. Mmh. Alors, tu vois que son bureau, il est couvert de papiers, de lettres, de reçus, de journaux. Et tu vois notamment une enveloppe adressée à George Preston avec le mot personnel qui est écrit en haut et qui traîne sur le bureau. Tu vois aussi qu'il y a des interrupteurs sur le côté qui semblent être couplés aux interrupteurs en bas qui permettent d'éteindre chaque poste de travail. Alors qu'on est en discussion, je me lève et je me dis mais ça m'intéresserait de comprendre un peu comment fonctionne votre atelier. Et en fait, je regarde l'atelier à travers la baie vitrée du bureau pour Alors, qu'il me rejoigne. Effectivement, il est tout fier et il rajuste un peu son veston, il tire sur son gilet comme ça, il fait il se lève aussi, vous avez raison, nous sommes ici un établissement de qualité, il fait le tour du bureau pour aller te montrer les ateliers. Et je le flatte en disant que ça fonctionne très bien, etc. Cherche à ce qu'il soit absorbé dans sa présentation pour à un moment donné faire un pas en arrière et jeter légèrement un coup d'œil en arrière avec ma main droite sur le bureau qui tâtonne et qui attrape rapidement l'enveloppe sur laquelle il est marqué George Preston personnel et hop, je la fourgue dans ma poche d'un père. Donc au moment où tu la fourgues dans ta poche, c'est le moment où il tourne sa tête vers toi, parce qu'il venait t'expliquer les différents ateliers. Il fait n'hésitez pas à revenir avec votre grille-pain, mademoiselle, je vous dis, hein, c'est satisfait ou remboursé. C'est ma devise. Très bien. Pourrais-je m'entretenir avec cette femme qui s'appelle Charlie? Oh, tant que j'y pense. Oui, vous allez pouvoir vous entretenir avec elle, mais tant que j'y pense, je me rappelle que il y a une autre personne qui est venue chercher après Georges samedi dernier. Une autre jeune fille. Est-ce que c'est Kane Sadie? Ah non, perdre quelque chose. Attendez, elle a dû me donner sa carte. Il cherche un petit peu dans ses papiers, dans ses poches. Et il regarde sur son bureau. Il tire une carte du fatras de son bureau. Je peux vous donner sa carte. C'est une drôle de fille qui est venue. Et tu vois, une carte en fait sur laquelle il y a marqué Madame Isis Neferi. Il y a un numéro de téléphone, une adresse à Brooklyn Heights et les mots Temple de Nephthys. Ce n'est pas cette Madame Isis qui est venue, c'est quelqu'un qui travaillait pour elle, visiblement. Elle m'a dit de l'appeler si Georges se repointait ici. Elle
Si j'avais une idée au sujet de ce qu'elle a nommé une machine miracle, drôle de fille. Est-ce que vous pouvez me donner une description de cette fille ? La Pearl en question était une jeune minette, je lui donne même pas 20 ans. Des vêtements un peu trop grands pour elle d'ailleurs. Si elle s'habillait un peu mieux, je suis sûr qu'elle ferait tomber beaucoup d'hommes. Enfin bon, je vous laisse à vos recherches et n'hésitez pas à revenir. Hein. Nous sommes ouverts du lundi au samedi. Très bien, c'est noté. Et je lui fais un sourire de convenance pour paraître sympathique. Il referme la porte derrière toi et retourne à son bureau ranger les quelques papiers qu'il a mis en foutoir. Et je me dirige vers Charlie. Tu descends les escaliers métalliques et tu aperçois la personne qu'on t'a désignée penchée sur son établi, bricolant avec une radio sans doute ou une machine à coups de colle. Je sais pas bien ce qu'elle fabrique puisque t'as que le cœur de l'appareil. Alors que tu t'approches d'elle, elle a une grande blouse informe avec plein de poches, avec des taches un peu partout et taches de graisse. Elle a une coupe de cheveux style court masculin. Quand tu t'approches d'elle, elle lève la tête, elle incline sa casquette et te fait un clin d'œil un peu effronté. Et ainsi se termine Fréquence Fatale, épisode 1.